Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour le test de la Surface Pro 2. Alors la dernière fois, vous avez eu le droit à une prise en main rapide. On a présenté le design de la tablette. On s'est arrêté également sur sa mise en route, donc sur son premier démarrage. Aujourd'hui, on va vraiment passer en revue la plupart de ses fonctionnalités, donc des fonctions qui sont aussi propres à Windows 8.1 bien évidemment. Alors avant tout, une piqûre de rappel s'impose. C'est le modèle de base qui m'a été fourni, donc on a un écran ClearType Full HD 1080p. On a évidemment l'architecture Haswell, avec un Intel Core i5 de 4ème génération, 4 Go de mémoire vive, un espace de stockage limité à 64 Go. Alors après évidemment on a aussi un lecteur de carte SDXC, donc on peut compléter. Je passe sur le Wi-Fi et le Bluetooth parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. On a aussi donc de chaque côté deux caméras qui sont capables de filmer en 720p. Et puis on a un microphone, des haut-parleurs, un port USB 3, une sortie mini DisplayPort. Donc c'est quand même une offre assez complète, on est plus sur une machine nomade que sur une tablette, c'est important de le signaler. Alors au niveau de l'autonomie, je pense qu'on va commencer par ça, parce que c'est sans doute l'un des points qui vous intéresse le plus. Alors, d'après mes tests, je suis arrivé à dépasser les 6 heures d'autonomie. Sauf que Microsoft a déployé, je crois que c'était juste avant le week-end, une mise à jour qui regroupe différents correctifs portant justement sur l'autonomie avec plusieurs optimisations qui sont très intéressantes et qui changent considérablement la donne, puisque maintenant la Surface Pro 2 est capable de tenir, on va dire, entre 7h30 et 8h, tout dépendant de l'utilisation qui est faite de la tablette. Si vous regardez des films, forcément l'autonomie sera moindre. En revanche, si vous faites un peu attention et que vous vous limitez à une utilisation type web par exemple, là vous aurez un peu plus d'autonomie. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir tenir à peu près une journée de travail. Si on ajoute à ça la PowerCover qui intègre une batterie conférant 3 heures d'autonomie en plus, on arrive tout simplement à quelque chose comme 10 ou 11 heures d'autonomie, ce qui est quand même relativement correct, puisqu'on a la même autonomie que le MacBook Air 13 pouces, pour ne citer que lui. Donc voilà pour cette présentation succincte, pour cette piqûre de rappel, et maintenant donc on peut passer au vif du sujet. Alors d'abord on va s'intéresser à l'écran de verrouillage. Alors l'écran de verrouillage, j'éteins la tablette, je la mets en veille, voilà. Je la rallume. Donc l'écran de verrouillage, il ressemble quand même pas mal à ce qu'on trouve sur les plateformes mobiles du marché. Alors on a quoi? On a évidemment la date, logique, l'heure, qui s'affiche en gros. Et puis on a un système de notification. Donc déjà ici on va avoir des pictos qui vont nous permettre de voir l'état du Wi-Fi, l'état de la batterie. Si on devait recevoir des messages par exemple, on aura aussi un petit picto, une enveloppe avec le nombre de messages reçus. Même chose pour Facebook, Twitter et toutes les applications qui sont installées sur la machine. En plus de ça, on va également trouver ce que Microsoft appelle des notifications enrichies. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des notifications qui vont afficher des informations supplémentaires. Donc ici, concrètement, on l'a juste à côté de l'heure, et la notification enrichie porte sur la météo. Donc ça veut dire que, en plus du nombre de degrés, on aura le nom de notre ville, l'état du ciel, les minimales et les maximales. Ces notifications enrichies, c'est l'utilisateur qui va les paramétrer, c'est-à-dire qu'il va pouvoir définir l'application qui aura le droit d'afficher ces notifications. Là, j'ai pris la météo, j'aurais très bien pu choisir le courrier, j'aurais très bien pu choisir l'agenda et ainsi de suite. Seul bémol, on ne peut autoriser qu'une seule application à afficher des notifications enrichies, donc c'est un petit peu limité. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais bien aimé pouvoir en mettre un peu plus. Ceci étant, ça peut être utile pour obtenir des informations rapidement sans avoir besoin de déverrouiller la tablette. Puisqu'on en parle, on va passer au déverrouillage. Alors, déverrouillage, on a évidemment plusieurs solutions. On va pouvoir saisir le mot de passe du compte Microsoft. On va pouvoir également définir un code confidentiel, ce que j'ai fait ici parce que c'est moins galère. On a aussi l'identification par image avec des schémas, donc ça on retrouve un petit peu la même logique qu'Android. Donc on a quand même différents systèmes. Maintenant, je pense que les plus sécurisés, ça reste les mots de passe. Donc là, je me suis pas emmerdé, voilà, 4.0, et on arrive directement sur l'écran d'accueil. Alors l'écran d'accueil a été très décrié quand Windows 8 est arrivé sur le marché.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était pas pratique à utiliser, que c'était tout gros, tout moche. Alors, c'est vrai que sur un ordinateur traditionnel, sans écran tactile, l'écran d'accueil, il est un petit peu... Enfin, il n'est pas toujours évident à utiliser, à moins d'avoir une souris tactile, une souris exploitant donc l'ergonomie et les gestes multitouches propres à Windows 8. Maintenant, c'est vrai que sur un écran tactile, c'est quand même déjà nettement plus sympa, et c'est beaucoup plus intuitif. Alors, sur cet écran d'accueil, on a quand même plusieurs nouveautés qui sont apportées par Windows 8.1. Donc déjà, première chose, on va pouvoir mettre des fonds d'écran animés. Alors bon, c'est pas spécialement mon kiff, mais ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent mettre en place ce type de fond d'écran. Ensuite, l'autre nouveauté, eh bien, ça va se passer au niveau des tuiles, au niveau du mode d'édition. Par défaut, on va pouvoir, enfin on avait avec Windows 8, je crois que c'était 3 tailles de tuiles différentes. La petite, la moyenne et la large. On a une nouvelle taille qui a fait son entrée, et cette taille-là, c'est la taille grande. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une tuile qui sera bien plus imposante que la tuile large. Concrètement, elle prendra la place de 2 tuiles larges. Alors, pour passer en mode édition, on appuie sur l'une de nos tuiles. Ensuite, on va pouvoir sélectionner par exemple le courrier. En bas, dans une barre d'outils, j'ai différents boutons, donc ça vous connaissez déjà si vous avez testé Windows 8. Nous, on va aller chercher redimensionner et on va sélectionner grande vignette. Là, automatiquement, mon application courrier prend beaucoup plus de place. Si j'avais de nouveaux messages reçus, ici, ils apparaîtraient en enfilade 3 par 3. Alors, ça marche également avec la météo. Donc la météo, je sélectionne, je vais dans redimensionner, grande vignette, et la même chose, j'ai plus d'informations qui apparaissent à l'écran. Le truc, c'est que toutes les applications ne sont pas compatibles avec cette nouvelle taille de vignette. Si je prends l'exemple de 500 pixels, là malheureusement, j'ai le choix qu'entre 3 tailles: miniature, petite vignette, vignette moyenne et vignette large. Donc ça, c'est laissé à la discrétion des développeurs, bien sûr. L'autre nouveauté de l'écran d'accueil, c'est donc le mode édition qui est bien plus flexible, bien plus intuitif à utiliser. Le truc vraiment très pratique, c'est qu'on va pouvoir sélectionner plusieurs applications en même temps. Alors évidemment, si je tape pas là où il faut, voilà. Donc là, j'ai sélectionné 3 applications et je vais pouvoir modifier leur taille, je vais pouvoir les détacher de l'écran d'accueil, les désinstaller, donc désinstaller les applications associées, désactiver la vignette interactive ou annuler la sélection. Donc là, par exemple, je vais tout simplement partir sur des vignettes moyennes et automatiquement, mes applications ont été redimensionnées, mes 3 applications ont été redimensionnées. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça marche aussi avec le déplacement. Par exemple, si je prends la météo et le calendrier et que je bouge sur le côté, je déplace mes 2 tuiles. Alors c'est vrai qu'avant, avec Windows 8, il fallait sélectionner chaque tuile indépendamment l'une de l'autre, et c'était assez long et fastidieux de paramétrer l'écran d'accueil, de le configurer comme on avait envie de le configurer. Là maintenant, c'est quand même beaucoup plus pratique, et on va pouvoir éditer facilement l'écran d'accueil sans avoir à se prendre la tête. Pour sortir, on tape autre part, voilà, et là, on repasse en mode utilisation. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la liste des applications. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'écran qui va afficher toutes vos applications. On l'avait déjà sur Windows 8, mais il fallait appuyer sur un bouton qui se trouvait par là pour y accéder. Maintenant, avec Windows 8.1, tout ce qu'on a à faire, c'est un balayage du bas vers le haut avec 2 doigts. Donc déjà, on a un accès qui est bien plus intuitif. L'autre nouveauté, ce sont les filtres qui se trouvent ici. Alors, en gros, on va pouvoir ordonner la liste des applications par nom, par date d'installation, par fréquence d'utilisation ou par catégorie. Donc si je prends la fréquence d'utilisation, automatiquement il va me ranger les applications dans différentes rubriques. Donc j'aurai les plus utilisées en haut par exemple, les modérément utilisées en bas, et puis à la fin je vais avoir les moins utilisées, les jamais utilisées. Donc ça c'est quand même assez pratique quand on a beaucoup d'applications et qu'on veut trouver rapidement l'application dont on a besoin. Par catégorie, alors évidemment si, voilà. Par catégorie, donc là, pas de mystère, on va ranger les applications par thématique. On aura toutes les applications d'actu qui seront ensemble, toutes les applications
liés aux réseaux sociaux qui seront également organisés ensemble, ordonnés ensemble, et finalement on a une navigation qui est un peu plus intuitive et on aura moins de mal à trouver l'application dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ça c'est quand même assez pratique et c'est vrai que c'est une nouveauté qui est intéressante. On peut également remarquer ici la présence d'un champ de recherche qui n'est pas très utile, puisque maintenant on a une recherche unifiée sur Windows 8.1. Alors la recherche unifiée est accessible par l'intermédiaire de la champ bar. On a le bouton rechercher et ici au-dessus du champ on a des options et on va pouvoir aller chercher donc, tout type de fichiers, tout type d'informations. On va pouvoir aller chercher des paramètres uniquement, des fichiers, des images web et des vidéos web. Alors, ce qui est intéressant avec cette recherche unifiée, c'est qu'elle est accessible depuis n'importe quel écran, y compris depuis le bureau traditionnel. Donc en fin de compte, quand on commence vraiment à manipuler l'outil, c'est vraiment ça qu'on va utiliser au quotidien, c'est-à-dire que quand on sera sur le bureau traditionnel et qu'on aura besoin de démarrer VLC par exemple, on ne va pas se galérer à repartir sur l'écran d'accueil ou sur la liste des applications pour aller chercher l'application, l'outil qui va bien. Ce qu'on fera, c'est qu'on affichera la champ bar et puis on ira saisir les premières lettres de VLC et on ira le trouver comme ça. Donc en fin de compte, on a quand même la possibilité de gagner du temps. Et ça devrait réconforter tous ceux qui sont très tristes de la disparition du menu démarrer. Alors quand même, ce qu'on peut préciser, c'est que cette recherche va au-delà de la recherche interne. Comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir aller chercher aussi des images et des vidéos sur le web. En réalité, ce qui se passe, c'est que Microsoft a décidé d'intégrer Bing à la recherche de Windows 8.1. Donc c'est quand même une bonne chose, puisqu'on va pouvoir faire des recherches sur Internet sans avoir besoin de démarrer un navigateur. Alors le mieux évidemment, c'est de partir d'un exemple. Donc je laisse sur partout et je vais taper le nom d'un artiste comme Madonna par exemple. Voilà. Je lance ma recherche. Et là, automatiquement, j'affiche des données, des informations en provenance de différentes sources. Et on a toujours, évidemment, une navigation à l'horizontale. Ça n'a pas changé. Donc déjà, une image, pour commencer, avec quelques infos sur l'artiste. Donc là, on voit que Madonna, c'est genre pop contemporaine, pour être plus précis. On sait que Madonna est influencée par Shirley Bassey, Mary Wells, et ainsi de suite. Si on le désire, on va pouvoir écouter les meilleures chansons de Madonna en passant par le Xbox Music. On pourra également accéder à sa fiche Wikipédia. Alors par contre, par rapport à la fiche Wikipédia, il faudra installer l'application Wikipédia sur la machine. Ensuite, on a ces chansons. Donc si je décide de démarrer par exemple la première piste, il va me démarrer automatiquement le Xbox Music. Alors après, bien sûr, comme j'ai pas un compte actif dessus, ça ne marchera pas. Je vais repartir sur la recherche. Ensuite, nous avons, quand il veut, voilà, la liste des albums. On a également des vidéos qui sont hébergées en ligne, notamment sur YouTube. Donc ça peut être sympa pour aller voir le dernier clip de Madonna. On a une série d'images, donc c'est toujours très visuel, quand même très travaillé. Et puis après, on va avoir les résultats en provenance de Bing, les résultats web. Donc là, on verra tous les sites qui ont parlé de Madonna, il y en a quand même un certain nombre. Donc forcément, navigation à l'horizontale, encore et encore, donc ça ne change pas, de toute façon c'est propre à Windows 8 et aux nouveaux produits de Microsoft en général. Donc ça c'est quand même une recherche qui est très vivante, qui est très intéressante à plus d'un titre. Bon, comme chacun le sait, aujourd'hui c'est Google qui règne en maître sur le secteur des moteurs de recherche. Bing a du mal à s'imposer. Donc Microsoft, en faisant le choix d'intégrer Bing à Windows 8.1, va pouvoir utiliser finalement la dernière version de son système d'exploitation comme levier pour grappiller des parts de marché supplémentaires. Est-ce que cette stratégie va porter ses fruits? Ça, j'en sais absolument rien. On verra avec le temps. Donc ça, c'était pour la recherche. Maintenant, on va passer au multitâche. Donc la particularité de Windows 8 et de Windows 8.1, c'est de cumuler en fait deux environnements. D'un côté, on a le bureau traditionnel et toutes ces applications qu'on avait déjà sur Windows 7, sur Windows Vista, XP et tous les autres. Et puis en plus, on a l'environnement Modern UI avec des applications qui sont spécialement optimisées pour le tactile. L'écran d'accueil fait partie de l'environnement Modern UI.
Outlook ici, qu'on verra plus tard, fait partie de cet environnement. Le multitâche qui est intégré fait également partie de cet environnement. Alors bien sûr, le multitâche fonctionnera avec le bureau traditionnel, mais il a vraiment été pensé, il a vraiment été conçu pour les applications modernes UI. Alors pour accéder au multitâche, c'est pas très compliqué. Donc je vais commencer par démarrer une application comme la météo. Toutes les applications qui sont en cours d'exécution, je peux les afficher en faisant un balayage de la gauche vers la droite, ou en allant mettre le curseur de ma souris dans le coin là-haut. Cette barre, on l'avait déjà sur Windows 8. Ce qu'on a en plus, c'est un bouton pour revenir à l'accueil ici. Par rapport au multitâche, pour afficher deux applications côte à côte, je vais aller prendre la vignette et la tirer. Alors je me suis mal démerdé, on recommence. Et on va aller la tirer soit à gauche, soit à droite sur l'écran. Donc là, automatiquement, on a les deux applications qui coexistent sur le même écran. Sur Windows 8, oui, on avait une présentation qui était assez différente, dans le sens où il y avait toujours une application qui était dans une colonne, dans une barre latérale assez étroite. Maintenant, on a complètement la main sur la taille de ces fenêtres. Par défaut, l'écran est divisé en deux. Maintenant, si je place mon doigt au milieu et que je tire dans un sens ou dans l'autre, je vais pouvoir redimensionner mes fenêtres. Donc là, il y a quand même un gain qui est important. L'autre nouveauté apportée par Windows 8.1, c'est le nombre d'applications qui peuvent être lancées en simultané. En gros, on va pouvoir afficher jusqu'à 4 applications sur le même écran. Bien évidemment, si on relie la surface de un ou plusieurs écrans supplémentaires, on pourra afficher 4, 8, 9, 10, 11 applications en simultané. Le seul truc, c'est qu'on va être limité en fait à la taille de l'écran et à sa définition. Sur l'écran de la Surface Pro 2 par exemple, qui est un écran de 10 pouces, on ne peut afficher que 2 applications côte à côte. J'avais testé sur un écran 19 pouces, là je pouvais monter jusqu'à 3 applications sur l'écran. Donc après évidemment, voilà, on n'a pas la possibilité d'afficher non plus 4 applications sur des tout petits écrans. Cela dit, c'est quand même une bonne chose puisqu'on va pouvoir avoir le bureau sur un écran par exemple, et puis sur d'autres écrans, afficher les applications modernes UI qu'on utilise le plus, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la recherche. Donc on a là encore une certaine flexibilité qui est intéressante. Par rapport au multitâche, il faut aussi savoir qu'on a deux options en réalité. Alors là, je vais devoir passer vite fait par les paramètres. Donc je vais l'afficher ici, et puis d'ailleurs, voilà, je vire. Donc au niveau du multitâche, il faut que je retrouve le menu. Donc, c'était dans quoi? Est-ce que c'était peut-être dans le rechercher application? Non, dommage. Taille des applications par défaut, non. Non. Bon, bah tant pis. Je vais pouvoir vous expliquer en tout cas comment ça marche. Donc là, comme vous le voyez, depuis l'écran d'accueil ou depuis n'importe quel écran, quand je fais un balayage comme ça, j'affiche les vignettes des applications en cours d'exécution. J'ai un autre mode qui va me permettre en fait d'effectuer le même geste et de switcher entre toutes les applications qui sont lancées en enfilade. Donc ça peut être intéressant quand on n'a pas envie d'utiliser le mode multi-écran de Windows 8.1, qu'on a juste envie de switcher entre les applications d'un seul geste. Donc là, ça évite des manipulations supplémentaires et finalement, ça peut être intéressant quand on est en mode nomade, uniquement sur la Surface Pro 2. Donc ça, c'était pour le multitâche. Maintenant, on va pouvoir parler des applications. Alors, donc, au lancement de Windows 8, on avait évidemment un accès au Windows Store. On avait très peu d'applications, enfin très peu. Tout est une façon de parler, mais on avait quand même peu d'applications qui étaient spécialement optimisées pour cet environnement. Avec Windows 8.1, on a beaucoup plus d'applications. On a beaucoup plus de choix. Si je vais faire un tour rapide sur le Windows Store, voilà, bon, j'ai pas le nombre exact, mais c'est vrai que on a quand même la plupart des grandes figures qui sont représentées. On a 500 pixels qui est là. On va avoir, bon, le solitaire, on s'en fout un peu. Météo France, MyTF1, on a une grosse offre en VOD. On va avoir les radios, 750 grammes. On va avoir Facebook, tous les réseaux sociaux habituels, bien évidemment. On a pas mal de jeux aussi. Gameloft, notamment, a beaucoup travaillé sur Windows 8.1 récemment. Donc on a un choix qui est assez riche. Maintenant, là-dessus, on a également Microsoft qui a développé de nouvelles applications natives
à l'OS et qui sont donc préinstallées. Alors, parmi les nouvelles applications qui sont assez sympas, on va avoir notamment, alors il faut que je les retrouve, on a Cuisine et Vin. Alors, Cuisine et Vin, c'est un guide gastronomique qui ne s'est pas lancé, apparemment, il est pas content. Lance-toi, merci. Donc, c'est un guide gastronomique qui centralise pas mal d'informations sur les mets, sur les vins, avec aussi beaucoup de recettes, donc ça peut être sympa pour ceux qui aiment bien cuisiner le week-end. Sachant que la cuisine est revenue à la mode ces dernières années, ça peut être... je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront intéressés par cet outil. On va pouvoir également ajouter une recette si on le désire, donc notre propre recette. Accéder à la liste des courses, au repas du jour, donc on a pas mal de choix. Hein. Je ne sais pas si on a un catalogue aussi riche que Marmiton ou autre, mais on a quand même de jolies choses. Et puis toujours une présentation qui est très travaillée, très visuelle. C'est vrai que c'est quand même très élégant. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette application, c'est qu'elle fonctionne un petit peu comme un métamoteur de recherche et elle s'appuie sur plusieurs services. Donc, c'est vrai que là, on voit par exemple que cette recette-là provient de allrecipes.fr. Donc, on a différentes plateformes qui sont représentées dans l'outil. À chaque fois, on va voir les ingrédients, les différentes étapes. Donc, c'est quand même toujours très soigné. On va également avoir des informations sur le vin. Donc si je vais voir le vin rouge par exemple, j'ai différentes propositions de vins qui ont récolté des points. Donc on va avoir des vins qui seront plus populaires que d'autres, mais on pourra filtrer si on le désire par la région. Donc par exemple, j'ai envie d'aller voir ce qui se fait un peu au Chili. Je tape sur Chili et là j'ai tous les vins chiliens qui s'affichent. Donc c'est intéressant pour obtenir des informations sur de nouveaux vins. Donc quand on aime bien la bonne chère ou quand on est tout simplement curieux, c'est vrai que c'est une application qui peut être très intéressante. Ce n'est pas la seule, bien évidemment. Donc parmi les nouvelles applications, nous allons également avoir la déconseille. Donc ça, c'est tout simplement un guide de démarrage qui va vous apprendre à utiliser votre tablette et à utiliser Windows 8.1. Donc on a différents modules. On a par exemple l'accueil et les applications, donc il nous explique à quoi correspond l'écran d'accueil. Comment on peut obtenir des applications, comment on affiche toutes les applications, bref, des informations qui sont plutôt utiles pour les novices, les gens qui démarrent et qui ne connaissent pas bien encore le système. Alors après, évidemment, on retrouve un peu l'esprit de l'aide Windows, mais sur un modèle plus visuel, plus ergonomique, moins rébarbatif. Donc ça, c'était pour l'aide. Après, on a aussi un lecteur. Alors le lecteur, en gros, je ne l'ai pas utilisé, donc forcément, il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'écran. Mais concrètement, ça va vous permettre de mettre de côté des lectures pour y revenir par la suite. Donc c'est un petit peu comme un Pocket, si vous voulez, quoi. C'est un peu le même esprit. Ensuite, nous avons musique et vidéo, donc ça c'est déjà là. Les alarmes, pas besoin d'expliquer leur fonctionnement. Juste quand même noter qu'on a les alarmes, qu'on a aussi un minuteur et même un chronomètre. Donc là-dessus, on a quand même différents modules qui sont compris dans la même application. Calculatrice, je passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cartes. Les cartes, je ne sais pas si elles étaient présentes dans Windows 8, j'ai plus souvenir. Mais en gros, c'est quoi? C'est Bing Maps, tout simplement, qui est accessible directement depuis l'OS. Donc on va pouvoir se balader dans le monde. On va pouvoir zoomer sur la région de notre choix. On va pouvoir faire pas mal de choses comme ça, se promener. Voilà. Après, évidemment, depuis la chambre bar, on aura accès à des options de recherche, de partage, qui sont, je dirais, identiques à la plupart des outils. Donc on a aussi un enregistreur. Donc c'est un enregistreur sonore, c'est un magnétophone. Donc en gros, on appuie ici, voilà, on parle. Et on va pouvoir créer une note audio. Donc ça peut être pas mal quand même, quand on n'a pas envie de se prendre la tête à écrire, rédiger un mémoire, un rapport ou un compte rendu de réunion, directement, paf, on démarre le magnéto et puis on enregistre notre voix.
Donc l'enregistreur c'est fait, on a une application pour le scanner, bon, caméra ça on s'en moque un petit peu, liste de lecture aussi, et puis, ah oui, alors santé et forme, donc ça c'est une application, je dirais, pour les sportifs, pour les personnes qui ont envie de prendre soin d'elles, voilà. Donc on va avoir des conseils pour faire du sport, pour se dépenser un peu, donc pour perdre du poids. On va avoir également un suivi de régime, donc là on retrouve un peu les mêmes options que dans le S-Earth de Samsung. On a différents exercices qui nous sont proposés, donc si je prends par exemple, voilà, pompe plus, bah, je vais voir un petit peu comment ça se passe, voilà, je vais voir comment on fait des pompes, donc ça peut être assez fun. On a aussi un suivi de santé, alors là ça c'est... Voilà, on va pouvoir se checker soi-même, suivre notre poids, notre cholestérol, notre tension artérielle, les vaccins, tout le tralala habituel. Et puis on a un guide des maladies, donc ça c'est vraiment bien pour les hypocondriaques qui là vont avoir de bonnes raisons de s'inquiéter. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin d'aller sur Doctissimo pour imaginer qu'ils ont les pires cancers du monde. Donc voilà, par exemple, la pneumonie. Qu'est-ce que c'est que la pneumonie? Eh bien, on a l'historique de la maladie, on a différents articles associés, on va voir les risques. Alors ça, voilà. Qu'est-ce qu'on risque avec une pneumonie? La mort, bon bah super. Les symptômes aussi, alors qu'est-ce que la douleur thoracique, frisson de froid, fièvre? Est-ce que ça correspond à mes symptômes? Grande question, peut-être que j'ai une pneumonie, allez savoir. Voilà, donc c'est un guide qui est quand même pas mal, mais qui ne remplacera pas le médecin, forcément. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour les applications, pour les nouvelles applications. Ouais, c'est à peu près tout, le reste c'est ce que moi j'ai installé, donc ça on s'en moque. Alors après, à côté de ça, Microsoft a également modifié ses applications. Alors j'ai pas toutes les passées en revue, mais on a une nouvelle version pour tout ce qui touche aux vidéos, aux images, et surtout, on a Outlook qui fait son entrée. Un Outlook qui est plus complet quand même que l'ancienne application. Donc on retrouve vraiment, je dirais, quelque chose d'assez conventionnel, mais adapté au tactile, avec un système qui est quand même intuitif et qui est agréable à utiliser. Donc là-dessus on a quand même pas mal de choses et je trouve que c'est une belle évolution. Une belle évolution. Voilà, donc moi j'étais pas spécialement convaincu, c'est vrai, par l'ancienne application. Et là Outlook m'a déjà un peu plu, m'a déjà plus plu. Donc ça c'était pour les applications. Maintenant bien, il faut quand même s'intéresser au bureau. On a toujours ce bon vieux bureau traditionnel, donc qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé, à l'exception d'une chose. C'est que maintenant nous avons un menu démarrer qui se trouve juste ici. Enfin un bouton démarrer. Et ce bouton démarrer, il nous permet de revenir à l'écran d'accueil, mais pas seulement, parce que si on fait un clic droit dessus, on va pouvoir accéder à des menus supplémentaires. Et donc on va pouvoir accéder à la désinstallation de programmes, au centre de mobilité, aux options d'alimentation, à l'observateur d'événements, aux options du système, au gestionnaire de périphériques, aux connexions réseau, à la gestion du disque, à la gestion de l'ordinateur, à une invite de commande en mode normal ou en mode admin, au gestionnaire de tâches, au panneau de config, à l'explorateur de fichiers, à la recherche, à l'exécution, et aux options permettant d'arrêter, de se déconnecter, de redémarrer la machine ou d'accéder, d'afficher le bureau. Donc là, on a vraiment des options qui vont nous faire gagner là encore un temps précieux. Ce qu'on peut quand même signaler, c'est que ce menu contextuel n'est pas nouveau. On l'avait déjà avec Windows 8 et il suffisait d'effectuer un clic droit dans le coin en bas à gauche de l'écran pour accéder à ces options. Bon, je crois quand même qu'il y a 2-3 changements. Il y a eu des options qui n'étaient pas présentes avant, qui ont fait leur apparition. Donc voilà pour ce menu démarrer. Alors on a aussi les paramètres. Donc les paramètres sont accessibles depuis la charmbar. On va chercher paramètres. Et là déjà on a un peu plus de choses dans cette barre latérale. On va avoir des options pour personnaliser notre écran d'accueil et notre machine. On va pouvoir aussi accéder aux options touchant aux vignettes, à l'aide. On aura l'état du réseau Wi-Fi, On aura aussi un contrôle du volume sonore, des options touchant à l'écran, aux notifs.
On pourra arrêter ou redémarrer notre machine. On aura accès aux options du clavier et ici un bouton pour accéder à tous les paramètres. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a une meilleure organisation des paramètres. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les options de configuration du système sont réparties entre cet écran, donc les paramètres, et le fameux panneau de configuration qui est toujours présent. Maintenant, c'est vrai que autant l'administrateur va passer vraiment souvent par le panneau de config, autant l'utilisateur, lui, va se contenter des paramètres du PC, et donc de cet écran qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. On avait déjà évidemment ces paramètres dans Windows 8. Maintenant, avec Windows 8.1, on a quand même une meilleure organisation des options et on a surtout plus d'options de configuration. Donc déjà, je ne vais pas faire tous les menus forcément, mais on a un menu donc, qui touche au PC et au périphérique. Là, on va pouvoir gérer l'écran de verrouillage, l'affichage, le Bluetooth, les périphériques connectés. On va pouvoir accéder aux options touchant à la souris, au pavé tactile, à la saisie, aux angles et bordures. Donc d'ailleurs, ah bah voilà, c'était là l'option que je cherchais tout à l'heure. Donc je l'ai activé comme ça, après on verra comment ça marche. On a aussi des options touchant au compte paramétré sur la machine. Donc on va pouvoir paramétrer de nouveaux comptes, se déconnecter de notre compte, accéder aux options de connexion. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a différents modes de déverrouillage. On a le mot de passe, on a le mot de passe image, le code confidentiel. Donc on va pouvoir choisir la solution la plus adaptée à nos attentes. On a aussi ici la possibilité d'afficher les autres comptes. Alors là je vois que je n'en ai pas d'autres de paramétrés, mais si je clique sur ajouter un compte, eh bien, je vais pouvoir ajouter mes autres comptes de messagerie. Donc ça c'est tout simple. Ensuite on a quoi d'autre? On a tout ce qui touche à SkyDrive, avec un joli camembert qui va nous permettre de visualiser. Alors, on n'a pas le camembert, tiens, c'est bizarre. On a donc l'état du compte et des options touchant à la synchronisation. Alors ce qui est bien quand même, c'est que par rapport à la synchro, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir synchroniser les paramètres du PC, l'écran d'accueil, l'apparence, donc tout ce qui est couleur, arrière-plan, écran de verrouillage. On va pouvoir synchroniser la personnalisation du bureau avec les thèmes, la barre des tâches. Donc on va pouvoir envoyer beaucoup de choses dans le cloud. Et cette tendance, je pense qu'elle n'est pas prête de s'inverser. Et les prochaines versions de Windows devraient aller encore un peu plus loin. Il viendra sans doute un jour où, en saisissant nos identifiants Microsoft, enfin les identifiants du compte Microsoft, eh bien on pourra retrouver tout notre environnement de travail, nos fichiers, notre config, absolument tout sera envoyé dans le cloud. Et c'est vrai que là-dessus, on a déjà quand même pas mal d'améliorations avec Windows 8.1. Donc c'est assez sympathique, dirons-nous. On a après donc tout ce qui touche à la recherche et aux applications. On va pouvoir d'ailleurs désactiver Bing si on le souhaite. On a aussi un menu dédié aux notifs. Voilà. On a tout ce qui touche aux paramètres réseau, l'heure, langue, les options d'ergonomie et les mises à jour et récupération avec Windows Update qui répond présent et qui est accessible directement depuis cet écran de paramètres. On aura aussi un accès à l'historique des fichiers. Donc on va pouvoir sauvegarder en fait automatiquement sur un lecteur externe une copie des fichiers personnels. Donc ça fonctionne un petit peu comme un espèce de time machine, si je devais schématiser un peu le principe. On a aussi des options liées à la récupération. Donc ça, c'est le truc qui est vachement cool avec Windows 8 et Windows 8.1. C'est que le formatage, la réinitialisation est aussi simple que pour une tablette ou un smartphone. On a différentes options. On va pouvoir réinstaller juste Windows et puis protéger, conserver nos fichiers à côté. On va pouvoir tout supprimer, tout réinstaller. Et donc rien qu'avec ça déjà, on va gagner un temps précieux. Et ce qui est vraiment super, c'est que Madame Michu, donc tous les néophytes, pourront le faire aussi très facilement sans avoir besoin de connaissances techniques particulières. Je crois d'ailleurs que c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé en rentrant dans Windows 8.1 et en me collant sur la Surface Pro 2 pendant une semaine, c'est qu'on a un Windows qui est beaucoup plus accessible et finalement beaucoup plus orienté grand public. Avant, que ce soit avec Windows 7, Windows Vista, Windows XP, tous ceux d'avant, il fallait quand même maîtriser un minimum l'informatique pour être capable d'administrer sa machine.
Et les gens, genre les grands-parents ou des gens qui n'y connaissaient rien, qui achetaient un ordinateur, étaient souvent très très emmerdés et devaient prendre des cours. Mon grand-père, il s'y est mis à 92 ans, bon, il aurait pu s'y mettre avant, ça m'aurait évité quelques emmerdes, mais peu importe. Donc il s'y est mis à 92 ans, total néophyte, et il est passé par quelqu'un qui lui a appris à utiliser sa machine, donc quelqu'un qui l'a rémunéré, bien sûr. Maintenant, je pense qu'avec Windows 8.1, avec une machine comme la Surface 2 ou la Surface Pro 2, il aurait été quand même beaucoup moins emmerdé et il aurait été autonome plus facilement et plus rapidement. Donc là, on a vraiment une tendance qui est assez intéressante. Alors, par rapport au multitâche, donc j'ai activé l'option qui m'a fait cruellement défaut tout à l'heure. Donc en fait, c'était juste ce fameux switch, voilà, que j'évoquais. C'est-à-dire qu'en faisant ce balayage de la gauche vers la droite, on va pouvoir aller chercher toutes les applications qu'on a ouvertes, et donc toutes les applications qui sont en cours d'exécution. Donc c'est quand même assez sympa, assez fun. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas évoquées, mais j'ai envie de finir sur une note un peu plus légère, voilà, on va dire ça. Et donc sur tout ce qui touche à la visualisation de films et aux jeux vidéo. Donc déjà par rapport aux films, voici une clé USB sur laquelle j'ai mis le premier épisode de la première saison de Game of Thrones en Full HD, bien évidemment. Donc je prends ma clé et je la branche. Alors à chaque fois je me plante de sens. Hop, voilà. J'ai branché ma clé. Et là, automatiquement, petite fenêtre qui s'ouvre, l'explorateur Windows, donc je suis renvoyé vers le bureau, et je peux lancer mon Game of Thrones. Et là, au niveau de la qualité, alors évidemment, on a quand même quelque chose de très sympa. Alors je zoome un petit peu sur l'image. Donc c'est quand même, voilà, je pense que la techno ClearType est quand même très très chouette. Et c'est vrai que là-dessus, on a un écran qui est magnifique. Et si vous regardez pas mal de séries de films, eh bien avec la Surface Pro 2, il n'y aura pas de souci. Même chose si vous avez envie de jouer. Alors, attention, faut pas croire que vous allez faire tourner le dernier Crysis sur la Surface Pro 2. Ça n'arrivera pas. Maintenant, j'ai quand même eu l'occasion de tester deux jeux, notamment SimCity. Et ça m'a beaucoup étonné, parce qu'en fait, il passe sur la tablette. Ça marche assez bien. Alors, j'ai pas tout mis à fond, évidemment, parce que sinon, voilà, enfin, faut quand même pas non plus être trop optimiste. Mais il arrive à tourner. Il arrive à tourner, et il s'en sort assez bien, alors que le moteur graphique de SimCity est quand même réputé pour être très gourmand, hein. Donc c'est une bonne chose. Le chargement est un petit peu long, en revanche, c'est vrai. Alors j'espère qu'il n'y a pas de mise à jour. Non, et il n'y en a pas. Hop, je vais le lancer. Voilà, j'ai fait... je m'ai trompé. Hop. Voilà, on se met comme ça. Alors après, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de créer une grande ville, enfin une grande ville... Bon, c'est SimCity, hein, donc on pourra jamais créer de grandes villes, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de remplir la carte, si vous préférez. Donc je pense qu'à mon avis, avec des villes qui sont un peu plus conséquentes, ça doit quand même ramer un peu plus. Mais c'est vrai que c'est quand même assez cool, et le tactile, bah mine de rien, c'est assez fun, quoi. C'est assez fun pour travailler sur sa ville. Donc là, j'étais assez agréablement surpris. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que la Surface Pro 2 puisse faire tourner un jeu aussi gourmand que SimCity. Et donc voilà, ça fonctionne. Alors j'ai pas testé non plus 10 000 jeux, hein. J'ai aussi testé Left 4 Dead. Bon, en revanche, là, il vaudra mieux investir dans une souris quand même. Parce que sur le pavé tactile, c'est pas la peine. Ah, Left 4 Dead, qui n'est pas tout jeune, hein, mais qui fonctionne quand même, qui tourne très bien sur la Surface Pro 2. Donc ça fait plaisir. Blablabla.
Voilà, partie rapide, on va faire un truc, on va pas se prendre la tête. Alors le seul défaut en fait de la Surface Pro 2, finalement, c'est tout simplement au niveau de l'espace de stockage, c'est-à-dire que les jeux sont quand même très gourmands, très lourds, et c'est vrai que là-dessus, si vous prenez le modèle de base, donc le modèle qui comporte 64 Go de stockage, vous risquez de vous sentir à l'étroit très très vite. Donc si vous voulez jouer à des jeux, pas forcément des jeux dernier cri, mais à des jeux qui sont quand même assez récents, vaudra mieux investir dans un modèle supérieur avec 128 Go d'espace disque ou même 256 Go si vous avez les moyens. Après, en tout cas, par rapport à la performance technique, là il n'y a pas de souci, ça tourne quand même très très bien. Et c'est assez impressionnant, J'avoue que j'ai été plutôt épaté. Donc on arrive en jeu. Bon, là, évidemment, faut être patient. Voilà. Voilà, je tire sur mes potes. Oh là là, je suis méchant. Oh là là, anti-jeu. Voilà, donc ça marche. Alors évidemment, j'ai pas non plus voulu le faire, genre... je vais pas faire tout le jeu. Mais ça marche plutôt bien. Voilà. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, bah quand même, chapeau la Surface Pro 2. Donc voilà pour cette présentation un petit peu longue. J'ai dû oublier beaucoup de choses comme à chaque fois. Mais au moins, ça vous permet de voir comment tourne Windows 8.1 et comment ça tourne surtout sur la Surface Pro 2 qui a quand même été conçue expressément pour cet OS. Le bilan est quand même très positif. Le seul défaut pour moi de la tablette, finalement, c'est son poids, puisqu'elle fait un peu plus de 900 grammes. Donc quand on l'utilise comme une tablette, ça peut être assez gênant, surtout si c'est dans le métro ou dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Après, quand on est bien posé tranquille dans le canapé, il n'y a pas de souci. Donc c'est une bonne machine, c'est vraiment une très très bonne machine. Au niveau de l'autonomie, comme je l'ai dit, c'est le jour et la nuit avec le premier modèle, mais vraiment. Là, on va pouvoir la charger le matin, puis partir avec pour une journée de boulot sans aucun souci. Le fait de pouvoir installer des applications sur le bureau, des applications, je dirais, normales, c'est aussi très très confortable. D'ailleurs, je vois que j'ai pas fermé les jeux et tout ça. À mon avis, elle va pas aimer, quand même. Oh bah si, hein, 2 jeux d'ouvert et elle bronche pas. Sacrée coquine. Donc oui, voilà, c'est quand même très confortable d'avoir un vrai bureau et d'avoir autant de possibilités finalement que sur un vrai ordinateur, quoi. Je vois, j'ai Spotify, VLC, je peux très bien installer Notepad++ et commencer à coder, je peux faire tourner du Photoshop si j'ai envie. Alors bien sûr, si vous commencez à installer un truc pour faire du montage vidéo, là ça risque de faire mal. 4 Go de mémoire vive, pas de GPU, il y a quand même des limites à prendre en compte. Mais ça reste une machine qui est très très polyvalente. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt Mac à la maison et c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal à remplacer mon MacBook Air. Mais si je devais acheter une machine hybride fonctionnant sur Windows 8 ou Windows 8.1, je crois que je prendrais sans aucune hésitation la Surface Pro 2. Donc belle machine, beau design, belle performance, flexibilité. Donc vraiment un produit qui est sympa. Le prix, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. C'est vrai que le modèle de Max, le modèle haut de gamme, il est vendu 1800 €. Voilà, faut quand même pas se voler la face. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de finition, il n'y a rien à acheter. La type cover, elle est très sympa aussi, avec le clavier rétro-éclairé. Donc là, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais il est rétro-éclairé. Il peut être rétro-éclairé. On a donc une machine qui est vraiment très valable et polyvalente surtout. Donc très très bonne surprise. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très très vite pour un prochain test. A bientôt!